Alors, je crois. Alors, d'abord, vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de cette intelligence artificielle et surtout les défis de la formation qu'elle révèle. Et effectivement, alors on a eu un peu l'impression que cette intelligence artificielle pouvait faire un peu peur. Alors écoutez, oui, elle peut faire peur, mais très honnêtement, non. Nous avons là, on a connu déjà des différentes révolutions industrielles. On en a connu 2, on en a connu 3 pour les plus importantes. Et aujourd'hui, effectivement, et on a su s'adapter. Et alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de débouler dans notre vie, nous percute. Mais attendez, il y a d'extraordinaires créativités, d'extraordinaires d'innovation, créativité, d'initiatives qui ont été créées, mais pas uniquement en France, c'est partout dans le monde. Tous les pays sont en train de travailler sur cette intelligence artificielle. Et puis derrière, vous avez aussi, d'ailleurs, nous avons eu le président a lancé un fonds pour justement financer et aider les différentes sociétés pour qu'elles puissent réaliser leur objet social, parce que c'est un foisonnement extraordinaire. Et j'écoutais plus particulièrement différents intervenants qui nous parlaient de la Renaissance où on avait la foi. Ben écoutez, je crois qu'il faut garder la foi pour avancer, parce que sans la foi, on aura beaucoup de mal. En revanche, qu'il y ait des contrôles par rapport à cette intelligence artificielle, bien évidemment, il y a des problèmes d'éthique qui se posent, bien évidemment, mais nous, on a tout un cadre réglementaire et légal qui va pouvoir se positionner. Donc gardons la foi, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Nous avons des startups qui se développent, et les startups, justement, elles ont la capacité, avec une action extrêmement précise, pour travailler sur des sujets extrêmement pointus et qui peuvent vraiment aller vers le bien-être de l'individu. Hein. Et vous avez aussi des grands groupes, par exemple IBM, 20 milliards d'argent sur l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire qu'on s'en occupe, il y a quelque chose à faire. Alors les résultats n'y sont pas encore. Mais il y a quand même un vent extraordinaire de créativité, d'innovation et d'initiatives fantastiques. Alors, doit-on en avoir peur? Non, hein, il ne faut pas avoir peur, il faut qu'on ait la foi. Et d'ailleurs, tous nos jeunes, hein, tous ceux qui ont aujourd'hui, on va parler des milléniums, mais ça y est, ils sont dépassés, on va parler de la génération Z. Et vous allez voir, eux, ils y croient à fond et ils ont envie d'y aller. Et d'ailleurs, on les a créés, hein, on les a enfantés, cette génération Z. Et aujourd'hui, cette génération Z, elle est en train de nous structurer et c'est elle qui va décider de son parcours. Et eux, ils sont prêts à y aller. Alors voilà, alors, au-delà de cette prise de position un peu offensive et surtout positive, surtout, eh bien, il y a quand même des choses. C'est que, au-delà de la peur, la crainte qu'on pourrait avoir, écoutez, il y a quand même quelque chose en revanche, et là, il faut qu'on le travaille, c'est notre comportement. C'est quelles sont les compétences qu'il va falloir que nous développions, nous, pour les jeunes, pour les cadres, pour les dirigeants, hein, tout le citoyen finalement, eh bien, quelles sont ces compétences qui vont être nécessaires pour naviguer dans ce monde qui est en train de se créer, qui n'est pas fini bien sûr, mais qui est en train de se mettre en place et qui va être en perpétuelle évolution. Et c'est exactement le but de notre table ronde, avec des intervenants qui ont étonnamment, mais enfin étonnamment, non, c'est pas ils sont étonnamment, mais c'est qu'ils ont une richesse de pratique et d'expérience assez fantastique. Et on va voir que, et ça c'est vraiment l'étonnant, c'est que vous êtes tous complémentaires par rapport à ces sujets de formation. Et puis il y avait une question un petit peu subliminale, justement derrière cette crainte de l'intelligence artificielle, c'était est-ce que derrière là-dessus, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on a les moyens de pouvoir survivre, développer dans ce monde? Écoutez, la chose positive, c'est que nous avons, nous, dans nos pratiques, et on va redescendre d'un cran, on ne va pas parler trop philosophie parce que ça a été très bien fait, et on s'inscrit dans cette philosophie globale, oui, dans nos pratiques, dans nos expériences, nous avons les clés, nous avons à portée de main les moyens pour pouvoir parfaitement dealer et nous développer dans ce monde qui se présente. Donc voilà, c'est un message d'espoir, c'est un message de foi, mais vous allez le voir, et on va pouvoir en parler tous d'une manière extrêmement relaxe et extrêmement pratique. Hein, et puis on va casser les codes, non, hein, je vous le propose. Donc voilà, alors je crois qu'il y avait une vidéo, ou alors voilà, bah voilà. Je suis un robot humanoïde créé par Aldébaran. Je suis un système très complexe qui associe électronique, mécanique et informatique. J'ai été créé pour interagir avec les humains et améliorer leur quotidien. On ne cherche pas, nous chercheurs en tout cas, on ne cherche pas à reproduire un humain.
C'est pas le golem, on n'est pas dans ce mythe de reproduire les fonctionnalités d'un humain. On cherche à faire certaines fonctionnalités utiles pour les humains. On a mélangé plusieurs couleurs et là, en fait, là c'est séparé. Ouais. En gros, le marron, ça commence à devenir bleu. Le marron, ça commence à devenir bleu. Ouais. Tu vois que les couleurs... Un protocole sous forme de vidéo, ça a un tout autre sens. Ça a un autre sens. Là aussi, les élèves peuvent revenir en arrière. On n'a pas compris, on revient. Donc, on s'adapte à l'élève et l'élève a une meilleure confiance en lui parce que il n'a pas l'impression d'être perdu dans un flot de connaissances. Il s'approprie les connaissances à son rythme. Et donc là, on est vraiment dans une école, j'allais dire, inclusive, une école pour tous. On doit écouter une vidéo et après compléter le texte. À quoi vous a servi le QR code là maintenant? À faire un exercice. Ça nous a redirigé vers une page internet. Si on fait un exercice et on essaye d'aider un autre, on ne doit pas quand même directement donner la réponse. Il faut quand même aider, lui apprendre la technique de comment faire. Est-ce qu'il t'arrive de faire des erreurs? Bien sûr, oui. Et alors? Comme dit Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Qu'est-ce que vous faites là en ce moment? Là, vu que j'arrive pas à traverser un passage, je regarde la vidéo pour voir la technique pour traverser. On doit vous trouver notre solution, quoi. Ouais. L'intérêt des classes inversées, qui ne sont pas des baguettes magiques, c'est de représenter, pour tous ceux qui le souhaitent, une porte d'entrée accessible, adaptable partout et pour tous, relativement simple et un accélérateur vers un enseignement plus personnalisé où le temps de classe est centré sur les élèves en apprentissage. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de pouvoir partager, on n'est plus chacun dans notre coin à écouter bêtement en cours et avoir le document écrit, on l'apprend et on le redit au contrôle. Oui, il est compréhensif parce qu'on a avant une vidéo à regarder sur le Padlet. C'est un site que notre professeur elle a mis en place pour nous. On a tous les documents dessus. C'est la première fois qu'on voit autant de tableaux dans une salle de classe. C'est clair, il y en a beaucoup. Il y en a 6 ou 7, je crois. Et alors, c'est la première fois que tu vois ça? Ouais, on n'avait jamais eu de cours comme ça avant et c'est vraiment super. Enfin, ça aide beaucoup à apprendre et à mémoriser. C'est sympathique de parler avec les autres élèves et tout. Dès qu'on a des interrogations, etc., on peut demander au prof s'il est disponible, mais s'il est avec un autre groupe, on peut demander aux autres élèves. Et qu'est-ce que tu as appris à aimer dans ce concept? La solidarité. Ce que je me propose de faire, c'est de transformer l'Académie de Dijon en académie apprenante, c'est-à-dire, pour reprendre la définition qu'en donne François Tadei, qui est très simple, le fait que quand quelqu'un veut démarrer un projet, il ne parte pas de rien, mais il puisse partir des acquis de ceux qui ont déjà travaillé dans le même domaine. Collectif. Comment est-ce qu'on apprend à apprendre individuellement, mais aussi collectivement? Comment est-ce qu'on s'assure que les progrès des uns bénéficient à tous, plutôt qu'à une petite élite qui aurait les moyens de se les offrir? On est au XXIe siècle, oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus... Eh bien voilà, ça lance parfaitement. Bravo, merci. Eh bien, ça, c'est exactement vers quoi, c'est la direction vers laquelle on doit aller justement pour atteindre certains autres comportements et on va en débattre. Alors, juste, Béatrice, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, etc. Oui, bien sûr, mais alors déjà, d'abord, parlons du numérique. Est-ce que nos établissements sont prêts? Quelle est votre perception? Alors vous êtes économiste et vous êtes aussi directrice du programme enseignant-entreprise. Donc là, on va vers de l'ouverture aussi. Allez-y. Oui, tout à fait. Et je suis professeure de sciences économiques et sociales en Cagnes et au lycée Jacques Amiot à Melun. Et du coup, j'avais envie d'inviter tous ceux qui voulaient venir dans mes classes. Parce que j'ai entendu ce qu'on disait sur l'école. Alors, le monde bouge et l'école aussi. Construire l'école de la confiance, montrer à nos élèves qu'il y a 1000 façons de réussir, que c'est le champ des possibles. Enfin, voilà, vraiment, il faut un discours positif qui leur permette de voir qu'il y a une grande diversité de réussite. Donc voilà, message beaucoup plus positif, si je puis dire, que tout à l'heure. Bien sûr. En cumulant finalement ces deux fonctions, à la fois professeur face à des vrais lycéens, je dis vrais lycéens avec des yeux pleins de lumière et
je me demande de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin pour mes cours, comment je peux progresser, faire passer des notions, transmettre, partager. Et j'ai la chance, dans une autre moitié de ma vie professionnelle, de diriger le programme enseignant-entreprise de l'Institut de l'entreprise, ce qui me donne les moyens. Donc en fait, je conjugue à la fois l'identification des attentes et la capacité à agir. Donc j'ai une chance extraordinaire. Je ne peux pas me dire ah mais oui, je voudrais faire ci, mais je ne peux pas. Mais est-ce que sur le plan numérique, les lycées, les organisations, l'éducation est prête? Alors, en fait, il y a une grande, j'ai envie de dire, inégalité. C'est-à-dire que, du coup, en étant moi-même dans un lycée, je vais immédiatement me dire si j'utilise l'outil numérique. Vous avez vu la vidéo. On était ici dans une salle de classe, si je puis dire. Vous avez été très sage pendant que la vidéo ne se lançait pas. Mais vous voyez, dans des lycées, il faut anticiper tout ça. Et donc, les vidéos soient téléchargées sur l'ordinateur du professeur. Vous voyez, être dans la vraie vie des classes, ça permet de voir vraiment ce dont on a besoin et ce qu'on peut mettre en œuvre. Du coup, de penser à une formation ou à des outils, vous voyez, qui vont nous aider à éclairer nos cours, qui vont répondre à nos attentes. Alors, Vincent, par rapport à ce numérique qui effectivement commence à rentrer dans toutes les organisations, que les entreprises ou bien les universités, il y a quand même une limite de l'exercice. Par exemple, si on plaque le numérique sur ce qui existe, est-ce que ça marche? D'autant que vous êtes un professeur agrégé et vous avez été un des fervents défenseurs et promoteurs de l'arrivée du numérique dans le lycée. Complètement. Moi, j'ai fait une entrée dans le métier dans les années 2000 avec le numérique. Et donc, je me suis jeté à corps perdu sur le numérique et j'ai mis quelques années à comprendre que ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionne pas tout simplement parce qu'on a, comme vous l'avez signalé, plaqué le numérique sur une structure figée qui date du XVIe, XVIIe siècle et qui s'appelle la salle de classe. Si vous mettez... Oui, moi je pensais plutôt, avant d'attaquer la salle de classe, plutôt plaquer le numérique sur, par exemple, le livre par rapport à la tablette, par exemple, ce qui revient d'ailleurs à plaquer sur la salle de classe, mais on y reviendra sur la salle de classe. Bien évidemment, pour s'en convaincre, il suffit d'observer toutes les photos que vous voyez quand, par exemple, vous avez un collège qui est doté du numérique. J'ai trouvé une photo en 2009 où on voit les petits collégiens avec leur tablette numérique. Et moi, cette photo de 2009, je la mets en relation avec une photo qui a été prise par Doisneau, que tout le monde connaît, de 1950, où vous avez des enfants avec des ardoises. Eh bien, la seule chose qui change entre les deux, c'est qu'on a remplacé l'ardoise par la tablette numérique. Mais on n'a pas changé la pédagogie, on n'a pas changé la salle de classe. Donc forcément, on limite les possibilités du numérique. Tout à fait, et plaquer une nouvelle technologie sur quelque chose qui n'a pas été modifié, et dans l'âme, dans la vision, on parlait de vision tout à l'heure, eh bien avec une autre vision, évidemment, on arrive à certaines dérives comme ça, aucun intérêt, je veux dire, dans ce cas-là, précisément. Et alors, Brigitte, pardon, vous, on parle du numérique, on parle de cette appropriation du numérique, alors va-t-on vers des classes de numérique? On y va, là, dans votre... Alors vous êtes, comment dirais-je, chef d'établissement donc, à Saint-Vincent-de-Paul, et coordinatrice de l'ensemble. Oui, d'un établissement qui va de 2 ans et demi à 25-26 ans, puisqu'il y a à la fois école, collège, lycée professionnel, lycée général et technologique, UFA, unité de formation en alternance et formation continue. Et voilà, donc le numérique, c'est effectivement un point important. Je partage complètement ce que Béatrice a dit sur la façon dont elle envisage la classe avec le numérique. Et aussi, j'ai été très intéressée par ce que le collègue vient de dire concernant le fait qu'il a voulu faire rentrer le numérique très tôt dans ses apprentissages lorsqu'il est arrivé dans son établissement. Alors, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote. En fait, il y a quelques années, nous avons, dans le cadre d'une organisation professionnelle de responsables de lycées professionnels et technologiques, essayé de monter un programme qui s'appelait Osons l'école de demain. Nous avons déjà fait deux saisons, saison 1 en 2015, saison 2 en 2017, et on prépare peut-être la 3e. Pourquoi je vous raconte ça? Tout simplement parce qu'on avait amené dans la saison 1 des élèves, des tablettes, on les avait mis en séminaire, comme vous êtes là aujourd'hui. Et après, bien sûr, on a débriefé avec les élèves, avec les enseignants, et on a quelque chose dans notre établissement qui existe un peu dans beaucoup d'établissements, un conseil d'établissement, où il y a à la fois des adultes, des élèves. Et là, quelle n'a pas été notre surprise
surprise d'entendre des élèves de 6e et de 5e et même de CM2 d'avoir des propos tout à fait identiques à celui que vous venez de dire, en disant bah oui, parfois il y a un tableau numérique ou il y a des tablettes, mais le professeur il utilise ça comme le tableau à craie. Je vous promets que c'était il y a 7 ou 8 ans, quand des élèves dans une spontanéité de parole échangent ça dans un conseil d'établissement, ça fait réfléchir les enseignants. Et du coup, on s'est tous mis en route vers de la formation interne, externe, de comment aider chaque collègue à se lancer dans l'utilisation du numérique. Et c'était intéressant de voir qu'on était parti de la réflexion de ces élèves qui avaient, avec leur spontanéité, exprimé bien la difficulté de certains collègues. Oui, je rejoins parfaitement tout votre avis. Il faut faire de la formation la grande cause de l'éducation nationale. Tout à fait. Voilà, vraiment. Et je pense que si on n'y va pas, toutes les réformes que nous avons... Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que depuis ce matin, j'entends parler d'une école qui n'est pas celle que je connais, dans le sens où ça fait des années qu'il y a des temps scolaires pour travailler autrement, il y a eu de l'expérimentation, il y a des innovations, il y a plein de choses qui existent. Et pourtant, on a l'impression que ça reste très confidentiel, que ce n'est pas forcément connu. Et du coup, je pense que ça évite peut-être, ça empêche d'avancer globalement. C'est justement pour ça que vous êtes là, et c'est ce que nous allons évoquer bientôt en parlant de la classe. Juste, quand même, on est quand même percuté. On a entendu parler des milléniums, de la génération X. Pour tout ça, c'est terminé. On n'en entend plus parler parce que ça n'existe plus. Et alors, on est balayé en l'espace de quelques années, par une génération, la génération Z. Et alors, justement, la génération Z. Alors, c'est peut-être aussi la percussion que nous avons, nous, dans les lycées et dans nos écoles et dans cette génération Z. Alors, elle a des attentes, clairement, mais alors presque des exigences. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire, vous et Élodie, vous êtes professeur à l'IESEG, et puis en même temps, vous avez fait un focus justement sur cette génération Z. Alors, donnez-nous un petit peu les quelques premières caractéristiques de ces enfants, de ces jeunes-là. Alors, il y a un point qui est important de rappeler avant tout. Quand on parle de génération Z, il ne faut pas se tromper. Alors c'est tous ceux qui sont nés après 1995, qu'on appelle aussi les digital natives, mais la génération Z, c'est que le symptôme vivant d'un monde qui est en profonde mutation. Et en fait, c'est un peu la face cachée de l'iceberg. Et pour moi, ce sont les porte-paroles des changements sociétaux, numériques, culturels que nous vivons. Alors, on connaît la génération Y qui est déjà bien implantée dans l'entreprise, qu'on appelle les digital migrants, qui ne sont pas nés avec le numérique, mais ils se sont totalement adaptés. Les Z, eux, n'ont connu que le numérique et vivent avec ça. Pour eux, l'ordinateur, c'est has-been. Ils sont dans le mobile, ils sont dans le digital. On parle beaucoup de numérique, mais il y a aussi quelque chose qui est fondamental avec ces jeunes, c'est le rapport à la connaissance qui est différent. Quand on parle de rapport à la connaissance, c'est en fait pour eux, par exemple, si je peux, le modèle, c'est pas le sachant, c'est pas le maître qui est doté du savoir, mais c'est plutôt celui qui fait. C'est celui qui expérimente. C'était le faire, la main, dont on a parlé tout à l'heure. Et je reprends le propos justement d'Aurélie, quand on disait Aurélie Jean ce matin, que les métiers de l'artisanat et de l'entertainment, ça va exploser. Ces jeunes-là ont beaucoup d'admiration pour ces métiers-là, parce qu'ils savent que ce sont des métiers de la main et qu'Internet ne peut pas aider. Bon, il y a plein de choses à dire autres en termes d'exigence. Mais... D'accord. Et cette caractéristique quand même, c'est qu'en même temps qu'ils sont sur leur plateforme, et d'ailleurs, il y a un terme chinois qui dit Dizutu, c'est les gens qui ont la tête baissée en Chine. Mais justement, une ou deux caractéristiques supplémentaires par rapport à cette génération qui heurte, et on va revenir sur la classe, et on va voir que l'intelligence artificielle n'est pas forcément synonyme de fracture numérique avec Frédéric. Ah, c'est ça. Alors, il faut faire attention aussi à tout ce qu'on lit. On lit beaucoup de choses sur cette génération-là, on a beaucoup de stéréotypes, et il est important de prendre un peu de recul. Bon, moi, c'est ce que je fais dans mon métier de chercheur. J'ai fait ma thèse de doctorat justement sur les jeunes, et depuis une dizaine d'années... Vous êtes noyé là-dedans, donc vous n'avez pas beaucoup de recul. Voilà. Ce sont aussi mes étudiants à l'IESEG, et puis je suis très souvent dans les collèges, dans les lycées de différents types de milieux pour faire passer des enquêtes, des questionnaires, etc. Et j'appelle aussi cette génération, la première génération numérique, première génération omnisciente, première génération MacGyver dans l'expérimentation, première génération postmoderne, première génération post-matérialiste. Et quand, par exemple, on retourne, parce que là c'est la thématique d'aujourd'hui,
Le digital, on dit ils sont addicts au digital, ils sont hyper dépendants d'Internet. Alors, bien sûr, il y a des choses, oui, mais la digitalisation à 100%, ça ne fonctionne pas avec eux. Voilà. Et ils ont besoin de face-to-face. On voit bien Voilà. dans les magasins, quand le magasin est terminé, 100% digitalisation, ça ne marche pas. Alors justement, vous vouliez parler de la classe. Bien voilà, nous y arrivons parce qu'en fait, il y a deux théories. Enfin, il y en a une qui est... Allez, chacun. Alors déjà, on a chacun notre portable. Donc le môme, il a son portable. Chacun a sa tablette, d'accord? Et puis alors finalement, c'est pas sûr que ça marche très très bien cette affaire. Quelle est votre position par rapport à vous? Parce que finalement... Oui, alors vous avez compris, dès qu'on me donne un micro, moi je me précipite pour parler de la salle de classe, parce que pour moi c'est vraiment le problème numéro 1 aujourd'hui dans le système éducatif français, c'est la salle de classe. Hein, il faut casser la salle de classe, ça c'est essentiel. Alors on revient en fait à quelque chose du XVIIe, du XVIIIe siècle en fait. On prépare l'avenir avec des choses du XVIIe ou du XVIIIe siècle, la classe. Oui, cette salle de classe, finalement on a fait la remarque là tout à l'heure, nous sommes dans une configuration de salle de classe. Vous êtes assis, immobile, silencieux, et moi je suis surélevé, je suis celui qui sait, et vous m'écoutez parce que ce que j'ai à dire est intéressant, et vous essayez de le retenir. C'est l'exemple de la salle de classe. Et cette salle de classe, ça date de 1680. C'est Jean-Baptiste de La Salle qui a dit, dorénavant, la salle de classe, ce sera comme ceci. Ce sera un enseignant, celui qui sait, et des élèves, ceux qui ne savent pas, qui vont écouter le cours. Et depuis ces temps-là, ça n'a pas changé. Donc l'idée, c'est de revisiter cette salle de classe, et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé réellement de casser ces codes. Et alors, allez-y, poursuivez, et puis après on reviendra qu'on peut casser aussi des codes, et on peut coder d'ailleurs et casser les codes. Ce serait une bonne transition. En réalité, il existait une autre façon d'enseigner que cet enseignement simultané de Jean-Baptiste de La Salle, c'était l'enseignement mutuel. L'enseignement mutuel était complètement différent. C'était un enseignement qui était porté par les élèves, qui en groupe allaient expliquer les uns aux autres. Et d'ailleurs, pour faire une confidence, j'ai failli ne pas venir aujourd'hui, parce que ce matin, je n'étais pas là, j'avais d'autres obligations. Et je suis tombé sur un tweet de Caroline Fayet qui citait... Oui, enfin, c'est une affaire de famille. Non, mais attends, j'ai pas dit que c'était une affaire de famille, mais qui citait de René, qui disait que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Et là, je dis, voilà, oui. Joël de René, ce qu'il a dit là, ça résume mon propos. Ça ne sert à rien que je vienne, puisque je ne le dirai jamais aussi bien. Bon, finalement, après, je me suis rappelé qu'il y avait le repas, donc finalement, je suis venu. Mais cette phrase, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, on devrait la graver sur les frontispices des écoles, à côté de liberté, égalité, fraternité. Et c'est ce que propose l'enseignement mutuel, et c'est ce que je fais avec mes élèves. Alors, on viendra... Vas-y, Béatrice, si vous voulez. Non, ce que je voulais dire, c'est vrai, mais je trouve qu'en ce moment, on est dans une dynamique de l'école qui essaye vraiment de prendre ce sujet à bras-le-corps. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que je dis... voilà, oui, ça existe déjà, enfin vraiment... Ça existe déjà et dans beaucoup plus de lieux qu'on le pense. Parce que quand on a essayé de faire Osons l'école de demain, on a fait un appel à contribution et on a été totalement émerveillés par tous ceux qui ont déjà fait beaucoup d'avancées. Mais alors justement, dans ce sens-là. On parle de pratique, d'expérience. Alors allez-y, vous ne vouliez pas venir. Bon, il y a le déjeuner, vous avez bien déjeuné. Donc maintenant, on peut attaquer ce que vous faites dans la classe. Et quelle est votre perception ? Quelle est votre perception? Comment fait-il? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Parce qu'en fait, ça, on est en train, par cette éducation-là, on est en train de créer des compétences ou de développer des compétences auprès des élèves, disons, et qui seront nécessaires pour notre monde. Enfin, le monde. Allez-y. La perception, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, le monde avait un petit peu évolué depuis le XVIIe siècle, et notamment l'accès à l'information. Au XVIIe siècle, si vous vouliez de l'information, vous alliez en classe. Vous aviez en face de vous un maître, celui qui sait, et c'était le seul endroit où on pouvait récupérer de l'information. Aujourd'hui, cette information, elle est partout. Et il arrive très régulièrement que pendant un cours, un élève reprenne ce que l'on dit ou complète parce qu'il a l'information avec Wikipédia, dès lors qu'il peut utiliser son smartphone. Mais ça, c'est un autre problème, je n'entrerai pas dans ce détail. Donc l'idée pour moi aujourd'hui, c'est de faire un cours magistral tel qu'il a pu exister depuis le XVIIe siècle, mais il va être réduit à sa portion congrue. Et après, très rapidement, je mets les élèves en activité devant des tableaux. Dans ma salle de classe, on a vu quelques images, il y a 7 tableaux. Et là, les élèves se font cours les uns les autres, s'expliquent les notions, pendant que moi, je m'occupe plus spécifiquement des élèves qui sont le plus en difficulté. C'est de l'enseignement mutuel qui est revisité à l'aune du jour d'aujourd'hui avec le numérique. Alors, je reviendrai dessus. Alors, allez-y, comment dirais-je, par rapport à ça, c'est un besoin de la génération Z. Oui, et justement, alors moi, à l'IESEC, dans l'enseignement supérieur, on travaille aussi sur cet aspect-là. Quand on parle de la salle de classe, c'est aussi avant tout la posture du prof
qui doit changer. C'est-à-dire que les amphis de 3 heures où voilà, on est en position sachant et les élèves écoutent, c'est terminé. On travaille en mode projet, on travaille en mode hybride, on travaille en partenariat avec des entreprises sur des vraies questions organisationnelles. Et là, on voit que les jeunes, mais ils ont des pépis dans les yeux et ils sont complètement impliqués. Donc l'expérimentation, on travaille sur ça. La vie associative, c'est quelque chose qui est hyper important pour eux. On va y revenir là-dessus, sur la après. position du prof, la vie associative qui ouvre vers la société, Exactement. etc. Et alors, justement, vous avez, comment dirais-je, Brigitte, on a essayé de mettre en place. Vous avez mis en place ça, vous avez lancé une dynamique sur le sujet. Tout à fait. On a essayé de mettre en place depuis de nombreuses années déjà. On a rendu possible du temps scolaire. Enfin, on a utilisé d'abord ce que l'Éducation nationale nous a donné régulièrement depuis une vingtaine d'années, mais je pense que tous les établissements n'ont pas utilisé de la même façon les parcours diversifiés, les PPCP pour les lycées professionnels, c'est très technique, mais c'est un certain nombre de temps scolaires autrement, où on pouvait faire de la co-animation, on pouvait faire sortir les élèves de classe, on pouvait amener le monde associatif, on pouvait évaluer l'engagement, on pouvait faire des travaux d'auto-évaluation, d'évaluation collective. Tout ce que j'ai entendu depuis ce matin, dans ces temps scolaires autrement, nous avions déjà la possibilité de le faire. De surcroît, on a créé au sein de l'établissement, depuis de nombreuses années maintenant, en accord avec l'ensemble du corps professoral, des ateliers. Et ce sont les jeunes qui s'inscrivent après 15h30 dans l'atelier de leur choix. Et l'atelier peut être apprendre à parler en public, peut être développer... Ce sont des compétences qu'il va falloir développer. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. Et le jeune, les professeurs doivent inscrire les ateliers qu'ils vont mener. Les élèves choisissent les ateliers. Et nous avons vraiment là créé une dynamique qui permet aussi qu'il y ait parfois des jeunes qui travaillent en collaboration, en co-construction, voire en mutualisation. Et je pense que nous avons déjà fait quelques avancées dans toute cette nouvelle façon d'envisager l'école de demain. On ne peut plus, effectivement, du tout, et depuis déjà une vingtaine d'années, à mon avis. Oui, alors l'école de demain, d'accord, mais c'est c'est surtout l'école nos élèves. d'aujourd'hui. Voilà, c'est l'école l'école d'hier d'aujourd'hui. même. C'est ce que je dis. Voilà, c'est le problème de nos élèves. Oui. Alors moi, je vais faire un focus sur l'entreprise parce qu'on est en train de se dire, punaise, le numérique, bon, c'est pas facile, on est en retard, on est en train de le développer, et puis derrière, mais en fait, est-ce que cette intelligence artificielle, avec ce côté un petit peu pessimiste que nous avions tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas une fracture numérique à terme qui va encore être plus importante et tout ? Pas sûr du tout. J'aimerais bien, Frédéric, là justement, là vous êtes coprésident donc du projet Simplon, vous êtes en train de le défendre. Et alors vous avez une activité assez étonnante. Alors on fait un break vis-à-vis de l'entreprise parce qu'il y a quand même la relation entre l'élève, l'étudiant et l'entreprise. À un moment donné, il faut quand même le faire. Et donc voilà, comment voyez-vous les choses ? Et c'est incroyable ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que véritablement on va vers une plus grande fracture numérique ? Elia, est-ce qu'elle nous permet d'aller ou alors de la dépasser, cette fracture numérique ? Stigler dit souvent que le numérique, c'est un pharmacone, quoi. C'est à la fois le poison et le remède. Donc effectivement, on parle souvent des solutions qui sont apportées par le numérique, mais le numérique a un pouvoir d'exclusion qui est dramatique. Il y a le secrétariat d'État au numérique a calculé qu'il y avait au moins 13 millions de personnes qui étaient en difficulté avec le numérique dans leur vie quotidienne, et tout est dématérialisé maintenant. Oui. Donc le numérique a un pouvoir d'exclusion, mais très très fort. Donc c'est pas la solution. Ça a été dit tout à l'heure, pour sauver le monde, cliquez ici. C'est pas parce que vous allez mettre du numérique qu'il va se passer des choses positives. Donc ça c'est la version verre à moitié vide. Oui, plutôt vide. Ouais. Voilà. Donc nous on est plutôt sur l'autre côté, c'est-à-dire qu'effectivement on va aller chercher des gens qui sont éloignés de l'emploi, et parce qu'il y a un besoin très fort de compétences numériques sur le marché, on va faire de l'insertion avec les métiers du numérique. Donc on va prendre des décrocheurs, des réfugiés, des personnes en reconversion, et on va les former gratuitement pour qu'ils deviennent les experts du numérique dont le marché a besoin. Donc d'un quart d'heure de retard, en fait, ils se retrouvent avec une demi-heure d'avance, et on fait ça sans prérequis, gratuitement, et on va aller convaincre la personne qu'elle est capable de le faire, parce que c'est avant tout une histoire d'état d'esprit. Et quels sont vos résultats par rapport à ça ? Nous, on fait un truc bien avec deux gâchis. C'est-à-dire qu'il y a des gens talentueux sur le carreau, il y a des besoins en entreprise qui ne sont pas satisfaits, et on fait la jointure entre les deux. Donc on a 80% de retour à l'emploi après nos formations. Alors donc ça veut dire que l'intelligence artificielle et le numérique ne créent pas forcément de fracture ? Elle fait les deux en même temps. Elle fait les deux, l'un et dans l'autre. Voilà. Oui, l'IA va détruire 10% des emplois, impacter 50% de tous les jobs. Oui, d'accord.
Mais on va en aussi... créer énormément d'autres, c'est comme toute la révolution industrielle. Voilà, c'est ça. Et nous, on a une école sur les métiers de l'IA qu'on fait avec Microsoft et qui prend des demandeurs d'emploi et qui les forme au métier de l'intelligence artificielle et il le fonctionne en entreprise. Et c'est des vrais débutants, c'est pas des geeks qui étaient déjà en train de faire des choses sur leurs ordinateurs. Donc il y a aussi un pouvoir d'inclusion, il y a un pouvoir d'agir qu'on peut récupérer avec le numérique. Mais là encore, la pédagogie, parce que je suis très sensible à Jacotot, au mutualisme et tout ça, c'est le meilleur de cette pédagogie-là qu'il faut utiliser avec les gens qui ont quitté le système scolaire. Donc nous, on fait du mutualisme numérique, mais on le fait en présentiel. C'est-à-dire qu'on ne croit pas du tout au MOOC. Oui, voilà. Sur ces publics-là, on ne va pas aller chercher des MOOC voilà, pour les exclus du numérique. Ce n'est pas possible. On va vous laisser juste sur le point, parce que vous avez lancé le sujet du MOOC. Alors le MOOC, c'est génial. Alors vraiment, en fait, le numérique, c'est un outil. En fait, c'est un outil et ça nous montre qu'on a des défis très importants à relever. En premier, l'école doit effectivement s'ouvrir davantage sur le monde qui l'entoure. C'est-à-dire mieux connaître notre environnement, l'environnement, faire des ponts entre l'école et l'entreprise. C'est très important. D'ailleurs, j'ai vu Pascal Pic qui arrivait ici. Il était aux entretiens enseignants-entreprises à côté de Maryse Desboué l'année dernière pour croiser son regard monde académique, monde de l'entreprise. Vous voyez, et en fait, on a besoin de se rencontrer, d'échanger, de mieux connaître les enjeux et les défis du monde d'aujourd'hui. On prépare nos jeunes aujourd'hui au monde de demain. Et le numérique est un outil. Enfin, ne renversons pas les choses. C'est pas la baguette magique qui va nous permettre de nous économiser le plaisir de nous rencontrer et d'être vraiment ensemble. Oui, alors Béatrice, le MOOC, c'est génial. Le MOOC, c'est un outil parmi d'autres, mais en fait, on le voit bien, c'est pour les étudiants déjà high level. Moi, je vois mon fils qui cet été passait son temps sur des MOOC d'universités américaines. Et ben voilà, lui, je me fais pas de soucis pour lui. Ensuite, dans mes élèves que j'ai à Melun, je suis ravie d'échanger, de construire leur confiance en eux, d'avancer, ils me challenge, etc. En fait, c'est ça la vraie vie avec les jeunes aujourd'hui. Mais est-ce que ça marche, le MOOC ? Encore une fois, ça dépend du public, ça dépend comment il est pensé. En tout cas, moi, je passe beaucoup de temps à réfléchir à quels sont les outils que je peux créer pour mes collègues, parce qu'en premier, ça va être moi qui vais les tester. Et donc, il n'y a pas de solution miracle par rapport à ça. L'idée pour l'entreprise, par exemple, en tant que dirigeant d'entreprise, qu'on aille voir, par exemple, un cours de Harvard par MOOC, etc., c'est génial. Le seul sujet, c'est qu'on a un problème de concentration. Rester 1h30, 2 heures sur son écran, etc., ça devient hyper compliqué, d'autant qu'on a un pouvoir de concentration extrêmement court. Tout à fait. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, ça dépend du public. En fait, regardez-moi, je vais voir des économistes et du coup, je vais faire des petites vidéos. Et Éloi le sait, il est aussi là-bas. Il va en faire une avec Sébastien Jean, directeur du CEPI, pour que CEPI, c'est le centre de recherche sur la mondialisation, et donc on va faire des petits outils pour nos collègues qui vont pouvoir les utiliser dans les salles de classe pour reprendre, telle thématique du programme, faire réagir les élèves, etc. etc. En fait, si moi ensuite je dis à mes élèves allez regarder sur internet les vidéos et on en parle après, vous voyez, comme si c'était un MOOC et puis moi j'étais juste la personne qui allait orchestrer leur retour, mais en fait j'accrois à l'inégalité des chances, en fait, parce que prendre son temps chez soi pour structurer son travail, aller regarder une vidéo au lieu d'être absorbé par des applis qui ont un talent incroyable pour vous prendre du temps sur ce que vous auriez à faire. On le sait bien, nous, en tant qu'adultes. Alors, imaginez quand on a 15 ans. Vous voyez, donc, en fait, nous, dans nos pratiques d'enseignants, on doit intégrer tout ça pour ne pas générer justement cette fracture. Parce que quand vous faites ça, vous savez que les élèves qui sont structurés, qui sont calmes à la maison, qui ont des conditions de travail qui leur permettent, ils vont le faire. Mais les autres qui n'auront pas eu le temps de le faire, ils vont venir, ils vous diront « Ah, j'ai pas eu le temps » et vous n'aurez pas fait bien votre job. Enfin, je le vois comme ça, moi. Je peux me permettre d'ajouter quelque chose. Moi, j'y crois pas. Le MOOC à 100%, en tout cas, j'y crois pas. Ça peut compléter, mais le numérique est un outil, mais c'est pas une finalité en soi. Et le professeur, en fait, ces jeunes ont besoin de face-to-face. Ils ont besoin du prof, mais ils nous le disent bien, la posture du professeur doit changer. Et j'ai fait une étude, dans le cadre de mes recherches, voilà, j'ai interviewé, j'ai fait passer un questionnaire auprès de 2300 jeunes âgés de 15 à 23 ans, et je leur ai demandé quels sont les critères qui font que demain, tu as envie de rentrer dans une entreprise. Pour eux, le digital, c'est incontournable. L'entreprise est déjà digitale. Donc ça, ils ne viennent pas. Le premier critère, c'est l'esprit d'équipe. On n'intègre pas une entreprise, on intègre une équipe. D'où le changement de fidélité. On passe d'une fidélité à l'entreprise à une fidélité sociale, collaborative. Le deuxième critère, c'est la volonté d'apprendre. Apprendre en continu. Et donc, on se pose la question, est-ce que demain, il y aura toujours des métiers ou est-ce qu'on sera en mode mission? Et pareil, à l'école, on apprend en projet. Mais déjà, dans l'entreprise, vous êtes en projet. Vous êtes en management de projet en permanence. Avec l'intrapreneuriat, etc. Mais non, peut-être ça.
Et oui, alors justement, ça revient. Alors, vous me parliez de gestion d'équipe, de travail en équipe, etc. Et justement, dans la classe, là, votre enseignement mutuel là, que vous êtes en train de développer, qu'est-ce que ça crée comme nouveau comportement et est-ce que ça prépare nos étudiants, nos élèves, à ce monde futur où on a besoin de travailler en équipe, on a besoin de gérer des projets et on a besoin de concret? Alors, ce que ça change déjà, c'est que ça permet de mobiliser les deux grands oubliés de l'enseignement aujourd'hui. Tout d'abord, c'est le corps de l'élève. Nous, en tant qu'enseignants, on ne sait pas ce que c'est que le corps. Nous, on connaît que la tête. Le corps, c'est ce qui permet de porter la tête de la maison jusqu'à la salle de classe. Et on parle à la tête, c'est tout. C'est une énorme erreur. Aujourd'hui, toutes les études scientifiques nous montrent que le corps est indispensable dans l'enseignement. Donc, il y a le corps. Deuxième élément, c'est le plaisir d'apprendre. Plaisir d'apprendre, voilà, qui est antinomique. Pourquoi? Parce qu'on est souché sur un modèle clérical, judéo-chrétien. On ne doit pas prendre de plaisir en allant à l'école. D'ailleurs, l'école, est-ce que vous savez pourquoi on est assis, immobile et silencieux à l'école? Alors j'ai cherché, dans le livre que j'ai écrit, j'ai vraiment cherché l'étude scientifique qui me prouve que pour apprendre, il faut être assis, immobile et silencieux. Et je n'en ai pas trouvé. En fait, l'explication, elle est simple. C'est qu'aujourd'hui, on va à l'école comme on va à la messe. Parce que Jean-Baptiste de La Salle, quand il a créé l'école, il l'a créé dans cette ambiance extrêmement religieuse de recueillement. Et c'est pour ça qu'on attend des élèves qui soient assis, immobiles et silencieux. Donc, je crois que ce n'était pas exactement votre question. Non. Mais c'est peut-être la digestion aussi. C'est un appel à la turbulence, je crois, qu'il vous lance. Ce que ça mobilise, c'est l'émulation. Voilà. C'est-à-dire que chaque élève va être acteur réellement. Et le travail en commun aussi, parce qu'ils se travaillent. Parce que c'est du peer-to-peer d'ailleurs, on va en reparler. Allez-y. Complètement, c'est-à-dire que le moniteur d'un jour va pouvoir être celui qui va être aidé le lendemain ou dans une autre discipline. Oui. Donc il y a vraiment une responsabilisation de l'élève. Oui. Je les ai déjà responsabilisés dans la salle de classe. Je leur ai dit, imaginez la salle de classe telle que vous voulez qu'elle soit. Et là, ils m'ont regardé avec des yeux, parce que c'était la première fois depuis leur métier d'élève qu'un enseignant leur proposait d'agir sur la salle dans laquelle ils passaient le plus clair de leur temps. Donc ça, déjà, ça les a impliqués. Ça implique vraiment les élèves dans l'acte d'apprentissage. Oui. Et puis, mais... Attendez, vas-y. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, quand même, aujourd'hui, les enseignants ont une liberté pédagogique qu'ils prennent en main. Et moi, je ne reconnais pas dans votre propos mes collègues de mon lycée lambda. Enfin, je sais pas, on a un proviseur avec nous. Dire, moi, encore moins, dans le sens où ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on a organisé un petit peu des temps de réflexion avec tous les enseignants. Et il y a à la fois des temps pédagogiques, mais une 8aine de jours par an, avec des thèmes qui sont proposés d'ailleurs souvent par eux, avec parfois des élèves, avec de l'interaction. Les élèves sont parfois à côté des enseignants et pas du tout dans la posture que vous êtes en train de décrire. Et je pense aussi qu'on a réussi. Voilà. Et je pense aussi que nous avons réussi à ce que globalement, dans un établissement scolaire qui va, comme je vous l'ai dit, de la petite enfance à un âge plus avancé, nous avons la chance d'avoir des collègues qui travaillent ensemble, qui ont eu la possibilité aussi de suivre des séminaires. Nous avons, dans l'établissement, depuis des années, mis en place une formation interne où l'enseignant s'inscrit s'il le souhaite, sur les intelligences multiples, sur justement comment travailler. On viendra sur le prof. Les profs, mais les élèves, c'est pareil. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, quand l'élève que j'ai décrit qui avait pointé cette difficulté d'un ou deux enseignants, ce n'était pas la majorité, je pense qu'ils étaient eux-mêmes déjà en route et que nous les avons interrogés dans le cadre de notre projet d'établissement il y a une dizaine d'années pour savoir quelle était la classe qu'ils souhaitaient, comment ils souhaitaient l'organiser. On a déjà des tables pliantes dans la plupart de nos établissements, ce qui n'aide pas à certains moments pour les examens, mais ça c'est un vrai défi à relever. Mais on est bien conscient que nous ne pouvons pas envisager la salle de classe comme quelque chose qui est comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec ce face-à-face. C'est évident. Mais ce sont de très très belles expériences. Je vais demander ma mutation dans votre établissement. Avec plaisir. Mais Vincent, de toute façon, vous êtes dedans, donc tout va bien là. Mais le monde est en train de changer. Mais pour être concret, mon établissement il a été rénové en 2006. On l'a rénové selon des normes de 1887. C'est-à-dire on a refait les mêmes salles de classe.
l'électricité est aux normes de 2006, mais pas la pédagogie, pas la salle de classe. Donc, nous avons invité, nous, l'architecte qui était l'ancien standardiste de l'école, parce qu'on est vraiment un établissement apprenant, et on peut voir que dans l'établissement, de nombreuses personnes ont fait un parcours professionnel, et il est revenu, il a travaillé avec les élèves, avec les enseignants, et il y aura encore certainement beaucoup de choses à faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même avancé, et qu'il faut vraiment... L'effet établissement est quelque chose qui existe. Il y a pas mal de choses qui ont été écrites d'ailleurs sur le sujet. C'est très intéressant tout ce que vous faites quand c'est dans une classe avec un corps professoral limité. Mais quand on réussit à mettre en mouvement et à donner une dynamique au niveau de tout un groupe, de tout un ensemble d'établissements, nous voyons qu'à la clé, les élèves réussissent. Oui, et mais ce que je voudrais c'est juste ce qu'il dire, dit, hein. c'est que nous sommes un établissement dans le 13e, établissement privé sous contrat avec l'État, mais avec une diversité multiconfessionnelle de jeunes venant de milieux extrêmement variés. Très et bien. justement, le numérique, nous, le problème que ça nous pose, on a déjà réussi à mettre en place un certain nombre d'outils, mais comment faire pour que l'outil puisse être dans les mains de chaque jeune? Là, vous comprendrez bien que compte tenu du public que nous accueillons, on n'a pas les moyens de donner une tablette forcément à tout le monde demain matin. Faut-il une tablette le par faire? élève? Et vous Justement. êtes plutôt pour... Attendez, c'est bon, Brigitte. Et comment dirais-je? Parce que là, sinon, je vous laisse la parole et puis vous y allez. Mais Vincent, faut-il avoir une tablette pour tout le monde ou une seule tablette par personne? Enfin, une pour tous, Les ou deux, une seule par personne? Alors, ça dépend. Si on veut juste remplacer... Mais quelle est votre pratique à vous? Si on remplace l'ardoise par la tablette, on donne 30 tablettes. Ouais. Mais si on fait ça, il ne se passe rien. En réalité, ce qui fait avancer l'apprentissage, c'est la coopération, la collaboration. Oui. Et donc, idéalement, il vaut mieux avoir une tablette. Ou pourquoi une tablette? Ah non, c'est vrai, on ne peut pas les utiliser. Mais un smartphone avec 4-5 élèves autour, là, il se passe quelque chose. Sugata Mitra l'a montré en Inde de façon extrêmement claire. Alors, vous viendrez sur cette expérience de comment dirais-je, d'Inde, parce que ça, c'est absolument fantastique ce qui s'est passé là-bas. Donc, vous reviendrez là-dessus. Si on revient sur notre génération Z, là. Alors, allons-y. Ils ont besoin incroyable. On est dans le numérique. Ils ont toujours la tête penchée parce qu'ils bossent sur leur sujet. Donc, ils sont en train... Et puis, alors, ils sont en relation avec le monde entier, ne serait-ce que par ça. Et en plus, vous nous dites, mais attention, ils ont besoin de concret. Oui, à un moment donné, effectivement, on peut comprendre qu'ils aient besoin vraiment de concret et de projets, de s'inscrire dans le projet, dans des réalités, et notamment par rapport à l'entreprise. Alors ça, on le voit à l'école et ensuite dans l'entreprise. Ils ont besoin de concret. En fait, ce qui les motive, c'est d'être acteurs, co-acteurs. Donc déjà, même dans la société, dans le domaine du marketing, on voit les enfants sont déjà co-créateurs, ils participent. C'est plus des consommateurs passifs. Ils sont actifs. Dans le monde, dans l'enseignement, c'est pareil. Dans l'entreprise, c'est pareil. Est-ce que demain, ils créeront tous, ils auront envie aussi de créer leur entreprise? On est beaucoup dans l'intrapreneuriat. Là, je dis non. J'ai justement écrit un article dans Harvard Business Review qui est paru il y a 2 jours sur ça. Et c'est justement, on montre qu'en fait, ils ont envie de travailler en mode mission, en mode projet, c'est déjà le cas. Ils ont envie d'apprendre tous les jours. Ils ont envie de continuer à apprendre. Donc on retrouve justement les résultats. Ils ont besoin de cet apprentissage permanent. Mais c'est quasiment vis-à-vis de l'entreprise, parce que bon, l'entreprise quand même n'est pas tout à fait prête par rapport à cette génération Z. D'ailleurs, en termes de management, il y a quand même de grosses déficiences dans l'entreprise. Mais par rapport à elle, c'est quasiment, c'est une demande, c'est une exigence qu'elles ont, parce que je ne vais pas, sauf si vous m'offrez ça, en fait, en gros. Exactement. Alors quand on leur demande, voilà, dans 5 ans, comment tu te vois, c'est très difficile pour eux de répondre à cette question. Ils ont un horizon de temps qui est court, 2 ans. Et encore, on leur propose un CDI, ça ne les intéresse pas. Ils veulent être en plutôt CDD, mode mission, voilà. Oui, et donc, cette capacité de garder une certaine liberté. Et cette capacité à garder une certaine liberté. Et pour eux, l'important, on en revient justement quand on parle, trouver sa place dans la société, donc au cœur du forum. Pour eux, l'important, c'est pas de réussir professionnellement, c'est de réussir leur vie. Et quand je leur ai posé aussi la question auprès de ces 2300 jeunes, ton ambition à 10 ans, c'est quoi? Alors à 10 ans, pour eux, c'est hyper difficile. C'est impensable, c'est même pas visible. Voilà, et 65% d'entre eux, alors ça c'est propre à cette génération, mais c'est aussi, d'autres générations peuvent se dire, nous aussi, mais c'est de trouver le bon équilibre, vie pro, vie perso, avant même créer sa boîte, chercher la sécurité de l'emploi, être au top de l'entreprise, etc. Et donc, c'est pas la fin du travail, mais ils ont un autre rapport au travail, un rapport qui est beaucoup plus affectif. Et ils ne veulent pas la routine. Et donc, ils sont prêts à lâcher leur boulot, même s'ils n'ont rien du jour au lendemain. Et ça déroute beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup de boîtes. Donc, voilà, je fais des conférences qui se posent la question et qui ne comprennent pas.
Mais attendez, Ils ne sont pas fidèles, ils sont zappeurs. On parle de l'élève qui doit changer, qui doit se prendre en main, qui doit être acteur de son changement. On parle du prof, on va revenir sur la notion de prof. On parle du cadre. Mais attendez, le dirigeant d'entreprise doit lui aussi évoluer. Il doit vraiment changer de cap parce qu'il ne comprend pas cette génération-là. Et en même temps, en tant que manager, il a un peu de mal. Donc arriver avec des jeunes qui arrivent, disent mais qu'est-ce que vous m'offrez? Ah oui, ça, bah non, je viens pas. Alors qu'on t'offre un CDI, Polo. Ah bah oui, mais non, je peux pas. Bon, bah voilà. Et c'est un vrai sujet dans l'entreprise. Frédéric, vous vouliez réagir par rapport à certains sujets là que... Ouais, je suis un peu gêné en fait. Mais non, allez-y, je vous en prie. Je sais pas, j'arrive pas à voir de qui on parle. Enfin, est-ce que c'est des 2 millions de personnes qui sont décrocheurs? Est-ce que c'est... Enfin, vous parlez de qui là? Enfin, ces gens-là, ils n'existent pas, non? Si, peut-être dans les grandes agglomérations. Il y a des milliards de gens qui on n'ont parle pas de... de l'élève d'abord, oui, mais l'école, l'élève et de puis base, ensuite... il n'est pas forcément natif du numérique. C'est pas parce qu'il est jeune qu'il est connecté. Ils sont en difficulté avec les établissements scolaires. Ils sont pas zappeurs parce que souvent il y en a qui n'ont pas de travail. Enfin, j'ai l'impression qu'on est, on est sur une catégorie de la population qui... Enfin, je ne sais pas si c'est votre quotidien. Alors, justement, nous, on est dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Tout ça, c'est complètement surréaliste. Oui, c'est vrai. Dans les zones rurales aussi, vous allez en outre-mer. Vous parlez d'un pays qui n'existe pas. Ça me gêne. On a une mixité sociale, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Dans des établissements où il y a réellement des jeunes qui n'ont pas de tablette à la maison, il est vraiment important de leur donner la possibilité de découvrir le monde du numérique si on veut qu'après, ils n'aient pas effectivement plus de difficultés à s'intégrer. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très important dans l'action que vous menez avec ceux qui sont déjà complètement décrocheurs. Oui, non, mais on est d'accord. Mais c'est nous tous les établissements ont à prendre, à mon avis, une partie de ces jeunes décrocheurs qui, grâce alors au smartphone, mais on a effectivement pas, ça sera peut-être difficile de continuer à les utiliser, mais les tablettes, c'est à mon avis être en capacité d'aider les jeunes à comprendre comment ne pas se laisser envahir par le numérique, mais apprendre à le maîtriser, apprendre à être critique quand il faut être critique. Je pense que si on ne développe pas ces capacités-là chez nos jeunes, là, effectivement, on est en mode danger. Et pour ce faire, c'est pour ça que je pense qu'il faut l'introduire dans les établissements scolaires, le faire sous contrôle, avec des personnes performantes qui vont aider à ce que l'utilisation soit optimale, mais en continuant à développer et l'esprit critique. Et je terminerai, parce qu'on parle de l'élève, et avant qu'on parle, effectivement, comme vous l'avez dit, des enseignants, je voudrais parler aussi de quelque chose qui a été mis en place en 2012, qui était le portfolio. Le corps professoral s'en est très peu emparé. C'était Folios, un portfolio, qui était une possibilité pour chaque jeune d'avoir un environnement numérique que l'on mettait en place dans les établissements ou dans les centres de documentation, où le jeune pouvait engranger un certain nombre de choses qu'il avait réalisées au fil de sa scolarité. Et on nous incitait à essayer de faire une sorte de portfolio personnel pour que chaque jeune puisse essayer justement d'avoir une relecture de sa vie, de sa formation. Et je trouvais que c'était un outil numérique extrêmement important pour essayer de donner de la densité, de la profondeur et de la réflexion sur le parcours du jeune. Et le mot parcours qu'on a entendu un peu ce matin, mais pas assez, c'est vraiment la véritable clé au jour d'aujourd'hui. On n'est plus dans un instant T avec un élève, on est dans son parcours. Et si on sait utiliser... Oui. Voilà, merci. Juste, comment dirais-je, revenir sur un point de Frédéric, un point concernant ce que vous faites avec, et ce qui est une belle expérience et qui rejoint complètement l'expérience qui est faite par vous à l'école. C'est, on parle de reverse mentoring. Ce que vous étiez en train d'expliquer, c'est que les gars que vous formez, qui sont au chômage, qui sont des déclassés ou qui sont des émigrés, sont formés. Et à un moment donné, vous les mettez en position comment dirais-je, de profs, justement par rapport à des dirigeants du CAC 40. Alors, quelques minutes là-dessus, parce qu'après, on conclut. Non, mais c'est ce qui a été dit, c'est du reverse mentoring. Oui, justement, mais parlez-en. Mais on essaye d'y ajouter un petit côté, un petit peu mauvais esprit de mixité sociale, effectivement. Tout le monde est un décroché du numérique. On est tous des illettrés du numérique. Moi, j'apprends tous les jours. Ça fait 25 ans que je fais du numérique. Voilà. Donc, en fait, on est toujours soit le geek de quelqu'un. Ça se trouve, vous êtes plus geek que moi sur certains trucs. Mais si, voilà l'autocensure, voilà, exactement. Et vous êtes toujours en situation d'apprentissage ou de transmission. Et donc, nous, on pousse ça parce qu'effectivement, transmettre, c'est apprendre. Mais on le fait avec d'autres fracturés du numérique, qui sont les top exécutifs et les comex des grandes boîtes du CAC 40, où ils parlent de numérique toute la journée, mais ils ne comprennent pas ce que c'est.
parce qu'ils ne l'ont pas fait avec les mains, comme ça a été dit dans la vidéo. Voilà, absolument. Donc nous, ce sont les décrocheurs de missions locales qui donnent un cours de code à des top exécutifs du CAC 40. Et ben, ça fonctionne très bien, parce qu'il n'y a pas d'asymétrie, il n'y a pas de sachant là. C'est du partage. Mais c'est un beau moment de mixité sociale, c'est sûr. Ce qu'on a vu, c'est que... Un petit mot pour conclure là. Oui, c'est que face à cette transformation sans précédent, j'ai envie de dire, ce dont il faut parler, et on voit bien qu'on partage cette idée-là, c'est développer la confiance et la bienveillance. C'est-à-dire quelles sont les valeurs dont on a besoin aujourd'hui pour accompagner ces outils technologiques. Alors, il y a des compétences techniques nécessaires, des compétences évidemment comportementales, on a vu, communication, travail mutuel, travail en groupe, gestion de projet, et puis donc derrière de communication, et d'oral. On parlait tout à l'heure de donner des cours de communication. Ben oui, bien sûr, il va falloir, parce qu'à un moment donné, c'est un groupe, c'est une synergie qu'il faut développer et qu'il faut emmener. Et puis, il y a au fait, en plus de ça, vous avez des compétences qui sont au-delà du technique, de savoir-être, parce que je crois aussi qu'on parlait à un moment donné de la langue française, et se réapproprier de politesse, comment dirais-je, de ponctualité, tout ça, ça rentre un petit peu dans l'élève augmenté que nous sommes en train de former. C'est à peu près ça. C'est la fin, Brigitte. Voilà. Alors voilà, on voulait vous remercier effectivement pour ce débat où on est rentré un peu plus dans la pratique, un peu plus dans ce qui se passe réellement dans nos classes, et pour voir un peu quelles sont les compétences de base qu'il va falloir développer pour notre futur et pour ceux de nos élèves. Voilà, merci à vous.